Guy Parmelin, monsieur le conseiller fédéral, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de FC Politique. Je vous propose de revenir à mi-décembre dernier et votre élection, vous avez été brillamment élu, meilleur élu du Conseil fédéral. Qu'est-ce que vous pensez de cette confiance que les chambres vous ont accordée ? Bon, je crois qu'il y a plusieurs paramètres. Premièrement, je suis très satisfait, naturellement, ça fait toujours plaisir d'avoir un bon résultat. Quand vous êtes soumis le premier à réélection, vous avez un petit avantage aussi. Mais je pense que c'est aussi une marque de confiance. J'ai énormément travaillé pour avoir les contacts les plus étroits avec le Parlement. Le département que j'ai a énormément de dossiers à traiter et qui touchent beaucoup de commissions. Pensez au logement, pensez à l'agriculture, à la formation, à la recherche, à l'économie. Et tout ça fait que, en donnant beaucoup de temps pour le contact avec les parlementaires, je pense que ça a été aussi apprécié. Et puis je pense que c'est aussi une marque de confiance, non pas seulement pour moi, mais pour le travail qui est fait par mes collaboratrices et collaborateurs au sein du département. Alors, ces élections ont été marquées par le départ d'Alain Berset. Est-ce qu'il va manquer au sein du Conseil fédéral ? Bon, vous savez, Alain Berset est une personnalité. Il a terminé président de la Confédération. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié la collaboration entre nous, mais nous devons tourner la page, intégrer, je mets les guillemets de rigueur, le nouveau collègue au sein du grémium, et on n'a pas tellement le temps de s'apitoyer ou de regarder vers le passé. Maintenant, nous avons des défis devant nous qui arrivent avec la stabilité internationale, la géopolitique, cette politique des blocs. Pour un petit pays comme la Suisse tourné vers l'exportation, ce sont des sacrés défis à relever. Mais ça a été un bon conseiller fédéral, Alain Berset. Ça a été quelqu'un, c'est une forte personnalité de toute façon, et puis il a marqué, je pense, à jamais l'histoire du Conseil fédéral avec la gestion de la pandémie. Comme ministre de la Santé, c'était vraiment une énorme tâche. Naturellement, à la fin, c'est le collège qui prend les décisions, mais il y a eu énormément de travail, de contacts, et j'ai eu l'occasion vraiment de collaborer très étroitement avec lui, particulièrement l'année où j'étais président de la Confédération, en 2021, parce qu'il fallait essayer de comprimer les séances du Conseil fédéral pour pouvoir suffisamment tôt, en début d'après-midi, informer la population des différentes mesures que nous devions prendre, malheureusement souvent restrictives. La grosse actualité du Conseil fédéral, c'est la tenue du World Economic Forum, avec notamment la venue du président Zelensky. En quoi ce rendez-vous 2024 du WEF est-il important pour le Conseil fédéral ? Alors pour le Conseil fédéral, le WEF, c'est l'occasion rêvée de soigner les contacts bilatéraux et multilatéraux. Ça nous évite, je peux rencontrer par exemple un nombre de ministres ou de responsables d'entreprises exceptionnellement élevé sans devoir prendre l'avion, faire un voyage, revenir. Je vais rencontrer le ministre allemand, entre autres, le ministre marocain. Nous allons rencontrer beaucoup de ministres ou de ministres délégués en relation avec l'économie, puisqu'on prépare aussi la ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, pour nous, Suisses, que ça ait lieu en Suisse, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et pour le Conseil fédéral, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce WEF ? Alors, les contacts bilatéraux, multilatéraux, et puis le fait que on parle de la Suisse. Les projecteurs sont braqués sur la Suisse, et cette année tout particulièrement, avec les turbulences et l'instabilité géopolitique sur le plan international, sont annoncés à ce jour quand même le Premier ministre chinois, c'est le numéro 2 d'un des plus grands pays et d'une des plus grandes puissances économiques de la planète, le président français, vous l'avez mentionné, le président Zelensky, et je crois que cet aspect-là, on ne se rend peut-être pas toujours compte en Suisse de l'utilité et quelque part du projecteur qui est braqué sur notre pays. Et ça nous permet, à moi, ministre de l'économie, mais à d'autres collègues, le ministre des Affaires étrangères, la présidente de la Confédération, d'entretenir des contacts, peut-être d'ouvrir des portes, de faire des suggestions. Alors vous êtes l'homme de cette région de la côte, vous resterez dans l'histoire durant votre année de présidence pour ce fameux sommet qui a réuni les présidents américains et russes. Comment avez-vous vécu cette rencontre entre Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine ?
Alors, ça a nécessité naturellement une très grande préparation. C'est pas Guy Parmelin tout seul qui a préparé ceci. Il y a tout un travail en amont au sein du département fédéral des affaires étrangères, de coordination entre les différents membres du Conseil fédéral. Il a fallu négocier le texte de la déclaration que j'ai faite sur le perron de la Villa Lagrange. Elle était traduite, elle était en français, elle était traduite en anglais et en russe. Donc, il n'était pas question de broder, si vous me passez l'expression. Chaque mot était pesé et sous-pesé. Et d'avoir en plus pu obtenir une demi-heure la veille de bilatéral avec le président Biden, plus une demi-heure le lendemain après le sommet avec le président Poutine, sans compter les discussions bilatérales que j'ai pu mener dans la Villa Lagrange pendant 10 minutes de manière informelle avec le président Poutine, ça, c'est quelque chose qui reste en souvenir. Et pour la Suisse, c'était aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est le président de la Confédération et qu'on rencontre ces présidents-là qui représentent des puissances mondiales avec tout le contexte qu'il y a autour? Alors, on se rend compte que nous sommes un petit pays, mais on se rend compte aussi que nous sommes utiles. Et je pense, même si vous me direz, oui, utile, quand on voit les résultats aujourd'hui, la guerre russo-ukrainienne, peut-être que c'était pas l'idéal, mais à l'époque, il faut se rappeler d'où on partait. Il n'y avait plus d'ambassadeurs russes aux États-Unis, plus d'ambassadeurs américains en Russie. Le premier résultat de ce sommet, c'était que les deux grandes puissances se sont parlé, qu'elles ont renvoyé les ambassadeurs respectifs dans les capitales, et ça veut dire qu'il y a quand même un lien qui reste. Et puis pour nous, Suisses, d'avoir pu être choisis comme plateforme finalement pour ce dialogue, c'est un succès diplomatique. Et les éléments que nous avons pu évoquer dans les discussions bilatérales, aussi, ça a permis de soigner des contacts, de parler de certains problèmes et de faire avancer certains dossiers. Vous avez aussi prononcé un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York, devant la Commission européenne. Qu'est-ce que vous retirez finalement de toutes ces rencontres? Alors, il faut toujours penser que vous êtes le représentant du Conseil fédéral. Quand je suis allé à Bruxelles pour dire, finalement, informer l'Union européenne que dans ces conditions, la Suisse ne pourrait pas signer l'accord institutionnel, c'était une délégation du Conseil fédéral. Là aussi, il fallait se préparer, il fallait argumenter, expliquer. Après, il a fallu aussi communiquer. C'était aussi pour le pays, pour la Suisse elle-même, indispensable de bien communiquer. L'Assemblée générale de l'ONU, c'est aussi un moment particulier. Vous vous exprimez devant les caméras, naturellement, du monde entier, et vous avez peu de temps pour passer un message que vous devez passer à l'intention du monde. Quelque part, c'est un message qui doit avoir une vision politique aussi, et qui doit montrer comment la Suisse voit la suite des opérations au niveau de l'ONU, et c'est quelque chose qui reste dans la mémoire. Mais encore une fois, ce message, vous le préparez vous soigneusement, vous regardez aussi avec la diplomatie, parce qu'il faut passer des messages au nom du pays, pas seulement au nom du président ou de M. Parmelin. Alors justement, si je reviens au WEF, à ce WEF, qu'est-ce que la Suisse ne doit absolument pas manquer durant cette semaine ? Alors, bon, premièrement, il faut rappeler quand même, le WEF, c'est une organisation privée. C'est le professeur Schwab et ses équipes qui organisent cet événement. La Suisse assure la sécurité, avec l'engagement aussi de forces militaires. Et puis, elle doit s'assurer que les conditions pour que cette réunion multilatérale, avec de multiples réunions bilatérales, il faut bien se rendre compte, il n'y a pas seulement des diplomates, il y a des chefs d'État, il y a des premiers ministres, il y a des milieux de l'économie, il y a des milieux de la science. C'est nécessaire d'assurer que tout se passe bien, que ces gens se sentent bien, et puis qu'on puisse échanger, peut-être planter des petites graines qui plus tard vous permettront d'avoir un accord de libre-échange, par exemple, avec tel ou tel pays. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important qu'il s'agit de soigner dans la préparation. Quels sont les gros dossiers du Conseil fédéral pour cette année 2024 ?
Bon, il y en a énormément. Premièrement, nous ne sommes pas dans une phase de stabilité internationale. Nous avons ce mandat de négociation que le Conseil fédéral a envoyé en consultation qui devrait permettre de reprendre des négociations avec l'Union européenne. Ça, c'est quand même, depuis 2021, nous menons des discussions exploratoires. Maintenant, nous passons en principe à une phase suivante. Sur le plan économique, si je prends mon département, indirectement, il y a l'aspect de la recherche avec le programme Horizon, ces programmes de recherche et d'innovation. Et puis, nous avons aussi, sur le plan économique, des défis. Rappelez-vous, l'année passée, on parlait éventuellement de pénurie énergétique, de gros problèmes. Nous avons travaillé, nous continuons à travailler pour préparer encore davantage le pays à des turbulences sur le plan de l'approvisionnement énergétique. Nous sommes dans une bien meilleure situation que l'année passée, mais toujours est-il que si nous regardons la situation froidement, l'hiver, nous devons absolument produire davantage d'électricité dans ce pays. Nous sommes dépendants beaucoup trop de l'étranger et aussi en ce qui concerne les énergies fossiles. Nous avons, en comparaison internationale, une situation économique qui est plutôt enviable, mais c'est vrai qu'avec l'inflation, avec l'augmentation des coûts, certaines couches de la population souffrent et le rôle du gouvernement, c'est d'essayer avec les cantons, avec les communes, de voir comment est-ce qu'on peut le mieux possible répondre à ces défis qui arrivent. Et nous espérons surtout que sur le plan international, la situation se calme. Il y a quand même des points chauds dans différents secteurs du globe qui, s'ils devaient dériver dans une mauvaise direction, aurait des conséquences sur notre bien-être. Sur Twitter, enfin sur X, ex-Twitter, pour vos vœux de Nouvel An, vous avez cité Mark Twain qui affirmait que le secret pour avancer, c'est de démarrer. Oui, je crois que ça veut tout dire. Si vous ne bougez pas, que vous restez statique, il ne se passe rien. Donc, il faut donner des impulsions, il faut faire preuve d'audace, il faut aussi faire preuve de courage. Et je crois qu'en ce qui concerne mon département, je suis entouré par d'excellents collaborateurs et d'excellentes collaboratrices. Et le but maintenant, c'est de faire avancer différents dossiers. Quelques-uns vont faire peut-être la une cette année. Ce sont des dossiers d'accords de libre-échange que nous sommes en train de tenter de finaliser, en particulier avec l'Inde, avec la Thaïlande, mais aussi avec d'autres pays. C'est dans l'intérêt d'une diversification pour notre économie et ça nous permet de donner des alternatives, d'amener de la sécurité du droit et c'est bon pour nos entreprises et naturellement pour l'emploi et le bien-être dans ce pays. Vous l'avez dit, la Suisse s'en tire mieux que les pays voisins. Pourtant, le pouvoir d'achat préoccupe beaucoup les Suisses. Comment le préserver ? Oui, alors, il faut voir, quand on parle de pouvoir d'achat, vous l'avez dit, l'inflation a augmenté aussi, mais regardez ce qui se passe en Allemagne ou en France, on est dans d'autres catégories, si vous me passez de difficultés. Il faut bien voir aussi que avec la force du franc suisse, on a pu maintenir l'inflation un peu plus basse et limiter aussi les conséquences, puisque ce que nous importons quelque part est moins cher avec le niveau de force du franc suisse. Mais maintenant, il y a d'autres inconvénients. Notre industrie d'exportation est beaucoup plus handicapée, même si cet handicap est un petit peu amorti par les hauts taux d'inflation à l'étranger. C'est un équilibre délicat. Ce qu'on peut faire comme gouvernement, c'est faire en sorte que ce qu'on appelle les conditions cadres s'améliorent. J'essaye avec mon équipe et avec les villes et les cantons de voir comment est-ce qu'on peut améliorer éventuellement la situation sur le marché du logement, puisqu'on a une diminution de l'offre de logement, puisque il est plus intéressant maintenant
plutôt que de construire, de placer son argent sur les marchés, les taux d'intérêt ayant réaugmenté. Et puis surtout, on a des problèmes de temps entre le dépôt d'un permis de construire et le moment où on arrive à réaliser un projet. Et là, nous n'avons pas toutes les clés à la Confédération. Il y a l'aménagement du territoire, certes, mais c'est souvent dans les cantons et dans les communes qu'on peut prendre certaines mesures. Et ça, nous essayons, après une première table ronde, nous aurons une deuxième table ronde, par exemple, au mois de février, pour tenter de voir dans quelle direction nous pouvons aller pour améliorer la situation. Il ne faut pas non plus attendre des miracles, parce que vous ne corrigez pas un marché comme celui de la construction d'un coup de cuillère à peau, si vous me passez l'expression. Et puis, si vous construisez moins de 40 000 logements par année et que vous avez une immigration de 60 à 80 000 personnes, qu'elles soient voulues ou pas, vous voyez tout de suite où est le problème. Alors le 3 mars prochain, le peuple sera amené à se prononcer sur la 13e rente AVS. La section UDC du canton de Vaud s'est réunie et s'est prononcée contre cette 13e rente. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, la position du Conseil fédéral, elle est extrêmement claire. Le Conseil fédéral propose au peuple et au canton de rejeter cette proposition de 13e rente. Pourquoi ? Parce que nous n'allons faire que repousser certains problèmes. Actuellement, si nous nous souvenons, nous avons à une très courte majorité accepter un projet de réforme de l'AVS qui, pendant 10 ans, nous permet de stabiliser le système avec l'élévation de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans, mais aussi avec une augmentation de la TVA et d'apports financiers. Pendant ces 10 ans, on doit remettre l'ouvrage sur le métier pour éviter que nous continuions à déstabiliser l'AVS. Et ici, ce projet de nouvelle rente, c'est entre 4 et 5 milliards de francs supplémentaires qu'il s'agirait de trouver, dont 800 millions de coûts immédiats aussi à la charge de la Confédération, puisque la Confédération paye 20,55% de mémoire à l'AVS. Vous avez les cotisations des employeurs, des employés, une partie de la TVA, l'impôt sur le tabac, et puis vous avez cet apport de la Confédération. Le déficit budgétaire qui est annoncé ces prochaines années, c'est 2 à 2,5 milliards. Nous devons respecter le frein à l'endettement, ça veut dire que nous allons devoir faire des priorités. Et si nous aggravons encore la situation, ce qu'on appelle les dépenses faiblement liées, formation, recherche, agriculture, défense, transports régionaux, c'est là qu'on devra faire les sacrifices. Dans les autres secteurs, ce sont des dépenses qui sont fortement liées, il faut changer des lois, ça prend du temps. Donc, si on ne veut pas augmenter les sacrifices, si je pense à l'agriculture, ça pourrait toucher les paiements directs, encore une fois. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent et se concentrer sur la stabilisation de l'AVS. Nous avons tous intérêt, et la jeune génération en particulier, à avoir une AVS qui est stable pour pouvoir la rendre pérenne. Et encore une fois, dans quelques années, nous devrons à nouveau revenir pour assainir, empêcher finalement que l'AVS retombe dans les chiffres rouges. Alors l'agriculture, on va y revenir, mais je vous propose tout d'abord, Guy Parmelin, de revenir à notre région. À quel moment vous vous battez au sein du Conseil fédéral pour cette région de la Côte ? Alors le Conseil fédéral, naturellement, nous représentons des partis politiques, nous représentons certaines idées, nous pouvons influencer certains projets, mais vous devez trouver des majorités au Conseil fédéral pour faire avancer vos projets. Et c'est extrêmement rare, quel que soit le Conseil fédéral, qu'il arrive à imposer à 100% sa vision des choses aux autres membres du collège. Donc à la fin, vous avez une discussion au sein du collège, vous amenez un projet, peut-être, on appelle ça un papier de discussion, c'est la première étape, quand ça vient du Conseil fédéral. Après, une fois que ce papier de discussion est discuté, il vous a donné certaines lignes directrices. Parfois, vous pouvez passer votre projet en grande partie, mais on vous dit non, ça, il faut faire autrement. Après, il y a une consultation. Ensuite, nous avons le résultat de la consultation large. La consultation, c'est les cantons, ce sont les partis politiques, les milieux économiques, les syndicats, etc. Puis après, nous préparons un message. Et puis, dans le message, vous essayez d'avoir un résultat. Une fois que le message est prêt, il passe au Parlement et c'est la position officielle du Conseil fédéral. Alors
concernant la région ou le canton, c'est clair que si on peut influencer dans le bon sens, tant mieux. Mais je rappelle que nous avons été élus pour faire triompher l'intérêt général. D'accord, mais la troisième voie autoroutière entre Genève et Nyon, par exemple, le développement du rail, est-ce que ce sont des dossiers que vous avez poussés au sein du Conseil fédéral ? Bon, les discussions au sein du Conseil fédéral sont confidentielles, je le rappelle quand même, mais naturellement que j'analyse les dossiers en fonction de ce que j'estime pertinent, encore une fois, pour l'intérêt général. Ici, manifestement, il y a certains besoins qui ont pris du retard, et il apparaît nécessaire, mais mon collègue qui portait le dossier l'a très bien montré et très bien dit, il apparaissait nécessaire d'aller de l'avant. Alors le dossier de la mobilité, il est bloqué localement, hein. Il y a l'extension des troisièmes voies d'autoroute, il y a des villes qui sont contre dans cette région, comme la ville de Nyon, la ville de Genève, par exemple. Est-ce que vous allez défendre localement, battre campagne pour cette troisième voie d'autoroute ? Alors, encore une fois, il y a un dossier du Conseil fédéral. Dès que les dossiers sont mûrs, en général, il y a des lois, il y a des décisions, et puis il y a le référendum. Et naturellement, quand il y a un référendum, une fois que le référendum, s'il aboutit, il y a une votation populaire et le Conseil fédéral donne son mot d'ordre, ça c'est clair, et c'est le Conseil fédéral en charge du dossier qui défend ceci, naturellement. Mais on n'en est pas, pour le moment, on n'en est encore pas là. D'après mes informations, le référendum aurait abouti sur ces dossiers autoritaires. Il faut encore que les signatures soient vérifiées. Après, le Conseil fédéral va fixer la date du vote, et puis nous verrons. Je pense que le débat sera animé, c'est toujours très émotionnel, ce genre de choses, mais encore une fois, le dossier est un dossier du Conseil fédéral et du Parlement. Il a été traité aussi par le Parlement. Alors vous avez parlé d'agriculture, hein. Nous sommes dans une région agricole, viticole, vous le savez mieux que moi, les temps sont durs pour ces secteurs. Y a-t-il des mesures concrètes à adopter pour aider ces secteurs ? Alors, une des meilleures mesures qu'on peut avoir, c'est d'avoir un budget fédéral sain, équilibré, et là, ça facilite les moyens qu'on peut allouer à l'agriculture. L'agriculture, elle a une partie production, et je suis actuellement, donc c'est le prix des produits. Nous dépendons quand même, il ne faut pas l'oublier, on importe 45% de ce qu'on consomme, 45-50% de ce qu'on consomme, avec des différences. On est exportateur pour le fromage, mais on importe par exemple des huiles alimentaires. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette dépendance, il faut la limiter au maximum. Donc c'est important que la valeur des produits soit une partie essentielle du revenu de l'agriculteur. À part ça, il y a les paiements directs qui sont là pour dédommager des prestations qui sont demandées par la société. Et ce que je veux faire pour la prochaine étape, à l'horizon 2030, mais on la prépare déjà maintenant avec les différents milieux, c'est mettre l'accent sur la simplification, parce que c'est devenu pratiquement ingérable, c'est complexe pour les cantons, c'est complexe pour les agriculteurs. Donc le mot d'ordre chez moi, c'est simplifier toute cette politique et puis garder comme les Suisses allemands disent, la Wertschöpfung, de la valeur ajoutée pour les produits. Ça va être un sacré défi, mais je crois si on veut motiver la jeune génération à continuer à travailler dans ce secteur, c'est ce qu'il faut faire. Et puis assurer les budgets, naturellement. Et actuellement, je vous parlais tout à l'heure de 2 milliards et demi de déficit. L'agriculture fait partie des dépenses faiblement liées. Lors du dernier budget, les agriculteurs se sont battus avec succès contre des coupes. Donc c'est important d'avoir des finances fédérales saines. Alors je vous propose de parler d'un autre secteur d'activité, celui des médias. Le peuple va être appelé à voter sur l'initiative 200 francs, ça suffit, et le contre-projet du Conseil fédéral à 300 francs. On demande à l'audiovisuel public de se réinventer. Est-ce que ce contre-projet que vous proposez va forcer ce service public à se réinventer ?
Alors tout d'abord, il faut déjà travailler sur le sujet. Tout n'est pas encore définitif. Et puis après, nous verrons les débats au niveau du Parlement, parce qu'il peut y avoir un contre-projet, mais le Parlement peut ne pas vouloir de ce contre-projet. Mais c'est trop tôt pour s'exprimer là-dessus. Le Conseil fédéral a eu cette discussion de base. Je crois qu'il faut se laisser faire la consultation, et puis après, le Conseil fédéral viendra avec un projet définitif qu'il enverra au Parlement. Autre sujet concernant l'audiovisuel public, c'est celui de Gérard Depardieu. La RTS a décidé de retirer les films de cet acteur de son antenne. Est-ce que vous pensez que c'est son rôle de décider de ce que doit regarder le téléspectateur ou pas ? Écoutez, je n'ai pas l'habitude de me prononcer sur les programmes de la RTS. La RTS, elle a un mandat, elle a sa direction des programmes qui gère les programmes. La seule chose que je peux dire, c'est que si quelqu'un est choqué, et je pense que de très nombreuses personnes sont choquées par l'attitude de Gérald Depardieu, personne ne l'oblige à regarder la télévision. Mais vous êtes quand même l'organe de surveillance de la RTS, même si le dossier est en main de votre collègue, vous avez quand même un avis personnel. Bon, il y a une autorité des plaintes. Si les gens ne sont pas satisfaits, ils peuvent utiliser et actionner cette autorité fédérale des plaintes. Encore une fois, s'il y a quelque chose, une émission, quelle qu'elle soit, qui vous estimez qui est choquante pour vous, personne ne vous oblige à enclencher votre poste pour regarder cette émission, que ce soit une émission de variété, une émission, ou un film ou quelque chose. Après, moi je suis assez partisan de la liberté de former l'opinion, mais il faut bien voir que les déclarations de l'acteur étaient totalement à côté de ce qui est tolérable. Suite à votre élection, vous avez déclaré vouloir faire l'entier de cette législature. Pourquoi vouloir travailler jusqu'à près de 70 ans et pas profiter d'une bonne retraite ? Non, j'aurais en principe à la fin de la législature, puisque j'ai 64 ans, j'aurai 65 ans cette année, je ne serai pas encore à 70 ans. Mais j'ai été réélu pour un mandat de 4 ans. Vous savez, tous les 4 ans, nous sommes renouvelés. Nous devons repasser après les élections générales devant les chambres fédérales pour solliciter un nouveau mandat. Je crois que l'Assemblée fédérale m'a élu pour ce mandat de 4 ans. Après, il y a toujours des possibilités en matière de santé, qu'il puisse y avoir des problèmes qui arrivent. Nous verrons bien. Mais pour le moment, je suis motivé pour repartir pour la législature. Très bien. Sur notre plateau, le fondateur de la nouvelle section UDC Rôle et Environ a annoncé que vous alliez prendre votre carte dans cette section Rôle et Environ. Vous confirmez ? Alors, je suis membre naturellement de la section locale, de la section cantonale et puis du Parti suisse. Et dès qu'il y aura officiellement les statuts, que tout sera prêt, je prendrai ma carte de la section locale. Guy Parmelin, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission et à bientôt. Je vous en prie, merci beaucoup.